El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Sylvain et bonjour à tout le monde. jamás Tout será d'abord, je vencido. dois dire que je n'ai pas réussi à traduire mon exposé en français, donc si j'arrive pas à trouver tous les mots, je vous demande par exemple les camarades bilingues qui peuvent m'aider dans le moment. Mais oui, la question nationale a toujours été une question centrale pour les marxistes. Déjà, chez Marx, il s'est occupé de la question des peuples opprimés par d'autres États-nations. Et c'est surtout aussi avec Lénine où la question est devenue absolument cruciale. C'est pas un hasard parce que la Russie était connue comme la prison des peuples. En fait, les Russes, les grands Russes, c'était une minorité dans cet empire. Il y avait 43% de grands Russes et il y avait plein de peuples comme les Ukrainiens, les Finlandais, les Polonais et plein d'autres peuples qui étaient dominés par les Russes de l'Empire tsariste. Et Lénine, il a très bien compris que la question de la révolution en Russie est liée à la question nationale. Et si les bolcheviks, si les socialistes, si la classe ouvrière n'arrivent pas à donner des réponses à la question des peuples opprimés, bah, la révolution russe, elle est vouée à l'échec. Et je pense qu'on peut affirmer que c'est uniquement grâce à la compréhension marxiste de Lénine, de la question nationale, que cette révolution en Russie a eu du succès et en fait qui a également pu résoudre la question nationale avec l'établissement de l'État soviétique. Et on voit que cette question n'a pas juste disparu après la révolution, mais c'est dans l'international communiste qu'ils ont également accordé un grand poids à cette question nationale et coloniale, avec les thèses sur cette question nationale et coloniale qui ont été discutées lors du deuxième congrès mondial et qu'on a imprimé aussi dans le dernier numéro de notre magazine théorique. Donc, il y a une importance dans cette question. Mais il faut dire que cette question nationale, proprement parlée, c'est une question qui est une question de l'époque bourgeoise démocratique et pas tellement de la question de la révolution socialiste. Et pour ça, il faut juste voir que les nations n'ont pas toujours existé, même si les mythes des nationalistes bourgeois essayent de dire autre chose, ils reviennent toujours de milliers d'années pour construire leur propre mythe national. Mais en fait, les nations, dans le sens moderne du terme, ont émergé avec l'émergence de la bourgeoisie et avec le capitalisme. C'est un phénomène moderne qui est lié à l'essor de la bourgeoisie et des besoins de la bourgeoisie avec le capitalisme. La bourgeoisie avait besoin de marchés communs et elle devait rompre les petites frontières, les petites parcelles féodales pour intégrer un marché avec une monnaie commune, avec une langue commune de communication et avec un État qui peut instaurer les règles pour le marché de toute une nation. Mais et pour conclure ce point, à l'époque, l'émergence de l'instauration de l'État-nation par la bourgeoisie, c'était quelque chose de historiquement progressiste, justement parce qu'on a dépassé les petits territoires et les structures féodales de l'époque pour permettre à des unités plus grandes et au capitalisme et à l'industrialisation de se développer. Mais aujourd'hui, et depuis longtemps, l'État-nation n'est plus quelque chose de progressiste. Dans le 19e siècle, la tendance du capitalisme à la concentration de capital a mené à l'émergence de monopoles
Et avec les monopoles, les structures ou le marché interne d'un État-nation est devenu trop étroit pour le capital. Il fallait une expansion du capital pour dépasser les limites étroites des marchés de l'État-nation. Et ça, c'est l'émergence du phénomène de l'impérialisme. Et si les impérialistes ont leur base dans le fait qu'il faut une expansion du capital dans le monde entier, ça ne veut pas dire, cette émergence de l'impérialisme, que l'État-nation, tout d'un coup, est dépassé et n'existe plus. Il y a une contradiction qui commence à émerger, et c'est l'existence de l'État-nation d'un côté, et de l'autre côté, le capital impérialiste qui doit dépasser les limites étroites du marché national. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-nations, les uns sont poussés contre les autres. Il y a des contradictions qui s'accentuent. Il y a des guerres de plus en plus violentes qui commencent à émerger. Et donc, je dirais que l'histoire des dernières plus de 100 ans, en fait, c'est une histoire de guerre, c'est une histoire des forces productives qui rebellent contre les limites étroites de l'État-nation. Et l'État-nation aujourd'hui est plus progressiste. Au contraire, c'est un obstacle à tout le développement de l'humanité. Avec toutes ces guerres, toute cette force réactionnaire aujourd'hui qui se base sur le nationalisme pour utiliser la haine de différents peuples contre les autres pour maintenir leur propre règne, pour assurer leur propre pouvoir. Et les nations opprimées, de manière tragique, sont les victimes les plus tragiques de cet impérialisme, cette politique impérialiste d'utiliser les lignes nationales et les différents peuples pour maintenir le pouvoir des riches, des puissantes, des capitalistes. Et je pense qu'on voit ça très très bien aujourd'hui avec le cas de la Palestine, le massacre qui est en train de se passer en Palestine. Mais on le voit aussi avec un autre peuple dans le Moyen-Orient, et c'est les Kurdes. Et je pense qu'il y a plein de raisons de discuter aujourd'hui de la question de l'oppression des Kurdes. Déjà que le Moyen-Orient, c'est une des régions mondiales les plus perturbées par l'impérialisme ces dernières années et qui a complètement changé dans les dernières 15-20 ans. Donc déjà, d'un point de vue des perspectives mondiales, il faut s'intéresser au Moyen-Orient et les Kurdes jouent un rôle absolument central dans ce développement de la région. Et il y a aussi une autre raison pourquoi on parlait, et c'est le fait que ici en Suisse, on a une diaspora très large de Kurdes. On ne sait pas exactement combien, mais probablement jusqu'à 60 000 Kurdes ici en Suisse. Et une grande partie de ces Kurdes sont organisés de manière politique de gauche, et on les rencontre souvent lors des manifestations. Et je dirais que c'est notre devoir de comprendre leur oppression, leurs questions, et d'avoir une attitude fraternelle de camarade avec les Kurdes, mais en même temps aussi avoir une attitude critique là où c'est nécessaire avec les dirigeants de leur mouvement, là où on trouve qu'ils font des erreurs. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette discussion. Alors, qui sont les Kurdes et c'est quoi la question nationale des Kurdes? Les Kurdes, c'est un peuple, un des plus anciens peuples du Moyen-Orient. On dit que ça date il y a plus de 2000 ans qu'ils vivent dans la région du Moyen-Orient, beaucoup plus que plein d'autres peuples de la région. Et ils ont une propre langue avec des différents dialectes assez différents.
Et ce qui est important, cette langue n'est pas liée ni au turc, à la langue turque, ni à la langue arabe, mais est plus proche vient de la famille de la langue iranienne. Oui. Et la majorité du peuple kurde aujourd'hui, ce sont des musulmans, dont la majorité des musulmans sunnites. Sunnites, oui. Et comme vous le voyez sur la feuille que j'ai distribuée, il y a un territoire où vivent la majorité des Kurdes dans la région, mais ce territoire qu'on appelle Kurdistan n'a pas de propre État. Donc, on voit que les Kurdes sont dispersés sur 4 différents États. C'est la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, où vivent aujourd'hui à peu près entre 30 et 40 millions de personnes, ce qui fait des Kurdes le peuple le plus large du monde qui n'a pas son propre État. Et en fait, le territoire de Kurdes a déjà été divisé entre différents empires au XVIIe siècle, entre l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire perse de l'autre côté. Mais à l'époque, on ne peut pas vraiment parler d'une question nationale parce que les Kurdes, d'un côté, ils avaient beaucoup d'autorité dans les empires, dans l'Empire ottoman, et surtout il y avait l'identité, en fait, c'était plutôt une identité tribale et une identité religieuse qu'une identité nationale à proprement parler. Donc, vraiment, la question nationale, dans le sens un peu plus strict, elle commence à émerger après ou avec la Première Guerre mondiale, avec la création des États-nations. Par qui? Par les impérialistes. Et la Première Guerre mondiale, en fait, c'était le coup mortel d'une histoire de long déclin de l'Empire ottoman. Et déjà, pendant la Première Guerre mondiale, les diplomates des impérialistes britanniques et français se sont mis ensemble pour parler de comment eux, ils vont diviser la région du Moyen-Orient selon leurs propres intérêts, selon les intérêts des partages des richesses, les ressources naturelles, le centre d'influence dans la région. Donc, et oui, ça, ils ont tracé les lignes vraiment sans prendre en compte les peuples qui vivent sur le territoire, juste pour leurs propres intérêts. Et ça a des conséquences dramatiques dans toute la région jusqu'à aujourd'hui. Dans l'année 1920, les impérialistes se sont mis ensemble justement pour tracer les frontières d'une manière un peu plus spécifique. Et en ce moment, ils avaient dominé les Turcs de l'Empire ottoman et ils avaient accordé aux Kurdes un petit territoire au sein de la Turquie. Ils ont dit que si dans une année, vous reconnaissez l'existence d'un nouvel État turc, on vous donne votre propre territoire turc. Mais après, il y avait une guerre de libération des Turcs sous Kemal qui a lutté contre les impérialistes et ça a complètement changé la situation. Et les impérialistes, dans le nouvel traité en 1923, ils parlaient plus de Kurdistan. Il y avait plus d'État pour les Kurdes. Ils ont divisé le territoire et pas d'État-nation, pas de territoire pour les Kurdes. Donc, comme ça, on est arrivé dans la situation où les Kurdes, qui sont un peu grands et importants dans la région, sont devenus la minorité dans tous les États là où ils vivent. Et pas juste sont-ils une minorité, mais ils sont une minorité dont l'existence n'a même pas été reconnue. Et c'est le même cas dans les différents États.
Mais pour prendre l'exemple de la Turquie, la Turquie, sous Kemal, a établi un État bourgeois national basé sur le peuple turc et la religion musulmane, où tout le monde était exclu, qui n'étaient pas des Turcs musulmans. Donc ils ont, déjà pendant la Première Guerre mondiale, il y avait un génocide contre les Arméniens, il y avait l'expulsion des Grecs chrétiens du territoire. Sauf que les Kurdes, c'était un peuple trop grand qu'on ne pouvait pas juste exclure. Donc, on a juste nié l'existence d'un peuple entier. On a interdit la langue turque et on a essayé de les assimiler. Et la constitution turque, elle a clairement dit, il y a que les Turcs. Il y a pas d'autre chose. Il y a une nation, une langue turque et un drapeau national. Et c'est la même chose dans les autres régimes. Et dès le début, évidemment, une telle oppression, ça crée de la résistance. On a vu plein de rébellions dès les années 20 contre cette forme d'oppression qui ont été violemment réprimées par les différents États-nations. Donc, on parle par exemple, en Turquie, dans la rébellion d'Ararat, où le militaire, l'armée turque, a massacré 3000 militants bon, je pense que le chiffre est pas correct, et beaucoup de civilistes, toute la population dans une région, et a expulsé, déporté 700 000 personnes dans les grandes villes turques pour diluer leur identité, pour les assimiler là-bas. Et c'est la même chose, ça a été la même chose partout où il y avait où il y avait de la résistance. En Irak, par exemple, à la fin des années 80, il y avait un génocide par le régime de Saddam Hussein, qui était une campagne pour l'élimination de Kurdes, où sont morts entre 50 et 100 000 personnes kurdes dans des massacres d'un village à l'autre et dans des attaques avec des bombes chimiques sur les territoires kurdes. Et c'est la même chose en Turquie des années 90 avec la guerre civile où le régime turc a expulsé plus d'1 million de Kurdes de leur région et où plus de 45 000 personnes ont été tuées dans cette guerre. Et c'est pas une question des années 80 ou des années 90. Non, c'est une question d'aujourd'hui. Depuis l'année 2015, par exemple, il y a une campagne absolument violente du régime turc de Erdogan contre les Turcs, avec des épisodes qui sont vraiment une guerre civile, des massacres où l'armée entre dans des quartiers entiers, dans des villes entières, pour détruire toutes les bâtiments, tous les quartiers, ou avec la répression de tous les élus politiciens des partis kurdes qui parce que supposedly ils sont des terroristes, ils sont destitués, remplacés par des représentants du régime. Des milliers, dizaines de milliers de professeurs de la langue kurde qui ont été destitués juste pour être des professeurs, ou peut-être juste l'exemple le plus cruel en 2016 où des forces islamistes de l'armée turque ont juste brûlé des caves dans une ville turque où il y avait des adolescents kurdes. Ils ont brûlé des êtres humains vivants dans les caves. Et dans l'Occident, il y a un silence total face à cette oppression depuis l'année 2015. Et pourquoi c'est pas difficile de voir? En même temps,
l'Union européenne a fait un accord avec le régime d'Erdogan qui, pour les Européens, a bloqué l'entrée des réfugiés vers l'Europe et tout le monde est silencieux parce qu'on collabore avec le régime de Erdogan. Et dans les 30 dernières années, je dirais que le mouvement kurde a, d'une certaine manière, eu son apogée, son point culminant. On a vu jusqu'à aujourd'hui l'autonomie de la région kurde dans l'Irak, dans le nord de l'Irak, et surtout on a vu la révolution de Rojava dans le nord-ouest de la Syrie. Mais en même temps, je dirais que la situation des masses kurdes aujourd'hui, elle est absolument terrible en fait. Et en tant que communiste et en tant que classe ouvrière en général, il faut soutenir la lutte de libération des Kurdes, mais il faut aussi montrer un chemin, une solution à la question. Et comme j'ai déjà dit, la question nationale, en fait, c'est pas strictement parlé une partie du programme socialiste. Des revendications nationales ont un caractère bourgeois démocratique. En fait, la question nationale aurait été due résoudre par les révolutions bourgeoises à l'époque. Mais, évidemment, l'histoire se développe pas d'une manière dans un vide, d'une manière pure, mais elle se développe, comme Trotsky l'expliquait, de manière inégale et combinée. C'est-à-dire que à un moment où les États-nations bourgeoises existaient déjà en Occident et sont déjà devenus impérialistes, dans d'autres parties du monde régnaient encore des structures féodales, pré-capitalistes, et c'était aussi le cas pour les territoires kurdes. En fait, les territoires kurdes, on pourrait dire jusqu'aux années 90, étaient encore largement des structures dominées par des structures féodales. Donc on a une situation où on a d'un côté des régimes capitalistes qui sont déjà devenus impérialistes, de l'autre côté on a des peuples qui doivent encore se diriger ou se développer vers le capitalisme. Et c'est clair que les impérialistes, à ce moment, ils vont pas juste laisser passer ça, mais ils vont dominer les autres États-nations pour bloquer leur propre développement vers une jolie démocratie bourgeoise. Non, ils vont pas laisser passer ça, comme on l'a vu avec le partage des territoires après la Première Guerre mondiale. Et ça veut également dire que dans cette question, comme elle s'est développée de manière concrète, si on parle du XXe siècle, il n'y a plus de bourgeoisie progressiste qui va résoudre la question nationale. Ça n'existe plus. En même temps, on a déjà une classe ouvrière qui a ses propres intérêts et les bourgeoisies ont toujours plus peur de mouvements révolutionnaires de la classe ouvrière qu'ils ont vraiment un intérêt à une libération nationale. Donc, déjà, là, on voit qu'il n'y a pas de solution à la question nationale par la bourgeoisie, qui n'est plus une force progressiste, et par conséquent, il n'y a pas de solution à la question nationale dans le capitalisme. Et les travailleurs et les communistes, ils doivent lutter contre toute forme de discrimination nationale, mais également nous rejetons de soutenir toute forme de nationalisme. Donc, nous, en tant que marxistes, comme Lénine il l'a très bien expliqué, on est normalement pour le droit des peuples à l'autodétermination. Mais si je dis que normalement, ça veut dire qu'il y a des exceptions, c'est pas toujours le cas. Et ce que Lénine, méthodiquement, il nous dit, il insiste beaucoup sur ça, c'est qu'il faut regarder la question nationale de manière concrète. Parce que la question nationale n'est pas la même chose partout. Aujourd'hui, il y a des gens, des soi-disant marxistes,
qui parle du droit des peuples à l'autodétermination dans le cas de la guerre en Ukraine. Pour quoi faire, en fait, si on regarde la situation concrète, pour soutenir l'impérialisme états-unien dans sa lutte contre l'impérialisme russe. Donc, il faut regarder de manière concrète. Aujourd'hui, la situation en Palestine n'est pas la même chose que la situation en Ukraine. On ne peut pas juste parler d'autodétermination de peuple sans regarder quelle est la nature, le caractère du conflit qu'il y a derrière. Et de manière générale, pour les marxistes, la question nationale est toujours subordonnée à la question de classe et la révolution internationale. Et si on dit que une forme d'oppression est subordonnée à la question de classe, les petits bourgeois, la gauche et la petite bourgeoisie deviennent toujours directement hystériques. Comment vous pouvez dire que la lutte des classes est plus importante que cette forme d'oppression? Et je pense qu'on voit d'où ça vient si on regarde le rôle qu'a joué le stalinisme, qui, sous le prétexte que la question de classe était le plus important, était juste chauviniste, raciste, et oui, n'a pas du tout compris la lutte contre les oppressions. Mais je pense que contre cet argument, cette hystérie petite bourgeoise, il faut juste inverser la question. Mais qu'est-ce que vous voulez dire du coup que vous subordonnez la révolution internationale à la question de votre propre oppression? Ça revient à ça. Et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que toi, tu trouves que ta propre lutte est plus importante que la libération de l'humanité entière. Et nous, on n'est jamais d'accord avec ça. On va jamais laisser subordonner la libération de l'humanité entière à la lutte d'un groupe particulier, parce que finalement, ça revient que à défendre les privilèges dans certains groupes. C'est toujours les bourgeois et les petits bourgeois qui vont le dire. C'est pas la classe ouvrière, c'est pas les masses qui vont défendre ce point de vue. Donc, les marxistes ont toujours un point de vue indépendant, et on va jamais indépendant de classe, et on va jamais subordonner la position du prolétariat international au point de vue nationaliste de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, même s'ils se considèrent eux-mêmes comme socialistes. Et sans un point de vue de classe, dans la question nationale comme dans d'autres questions, t'es voué à l'échec. Tu vas te trouver dans le piège réactionnaire, parce que tu comprends pas que les peuples opprimés sont toujours utilisés par les impérialistes pour leur propre fin. Et je dirais que de manière tragique, l'histoire des Kurdes montre ça. Elle montre comment chacun des États-nations oppresseurs, la Turquie, Syrie, l'Irak, l'Iran, s'est basé sur le peuple kurde des autres pays pour opprimer, pour lutter contre leur propre pays, les Kurdes dans leur propre pays. Et un bon exemple, c'est le développement en Irak. À partir des années 60, il y avait les Kurdes sous la direction du mouvement dirigé par les bourgeois nationalistes de Barzani. Ils ont commencé une rébellion armée, une guerre armée contre l'État central de l'Irak, et ils étaient soutenus, les Kurdes de l'Irak étaient soutenus par qui? Par l'Iran qui est à côté. Et c'était le même État de l'Iran qui a opprimé les rébellions kurdes au sein de l'Iran. Donc, vous voyez. Et aussi, une telle forme de soutien, elle vient toujours avec un prix. Ça a toujours un coût. Et le coût, c'était la division
de mouvements de libération nationale dirigés par Barzani selon les lignes nationales. Dans les années 80, il y avait une nouvelle guerre dans la région. Il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et dans ce moment, les Kurdes de Barzani, ils ont utilisé la situation pour ouvrir leur propre front, leur propre guerre contre le régime de Saddam Hussein, contre l'Irak. Et ils étaient de nouveau soutenus à ce moment par le régime des mullahs de l'Iran. Et en même temps, le même parti scissionné selon les lignes de l'État-nation, le parti des Kurdes dans l'Iran a été soutenu par Saddam Hussein de l'Irak. Donc vous voyez comment les grandes puissances, ils utilisent la question kurde à leur propre fin. Et seulement 3 ans plus tard, il y avait une nouvelle guerre dans la région. Cette fois, c'était les États-Unis qui ont envahi l'Irak. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel aux Kurdes, pas juste les Kurdes, mais entre autres les Kurdes, à faire une rébellion contre le régime de Saddam Hussein, parce que c'était leur objectif de destituer Saddam Hussein. Et les Kurdes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé une révolution, un mouvement de masse dans la zone de l'industrie pétrolière, avec des grèves, avec des conseils qui étaient inspirés de la révolution en Iran de 79, donc un mouvement de masse progressiste. Et les États-Unis, les impérialistes, ont commencé à avoir peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé passer à Saddam Hussein. Ils ont attendu à que Saddam il récupère certains terrains. Ils n'ont pas destitué Saddam Hussein pour calmer la situation, pour pas risquer une révolution socialiste dans la région. Et que dans le moment où le danger de la révolution était passé, de nouveau, ils étaient les grands libérateurs des Kurdes. Ils ont installé une zone de no-fly zone sur le nord de Kurdes pour protéger les Kurdes des attaques de Saddam et pour déclarer que le territoire des Kurdes est désormais autonome. Et de manière très très cynique, les États-Unis sont devenus les libérateurs des Kurdes, alors que leur objectif, c'était juste de diviser l'État de l'Irak pour mieux pouvoir le contrôler. Et ces grands protecteurs de Kurdes, c'était les mêmes qui 3 ans avant, où il y avait ce génocide avec les armes chimiques contre les Kurdes, ils ont rien dit. Pourquoi ils ont rien dit? Parce que l'époque, ils ont encore soutenu Saddam Hussein dans sa guerre contre le régime de l'Iran. Donc, ils s'en foutent complètement de la situation de Kurdes. Ils ont leurs propres intérêts. Et en même temps, juste une petite parenthèse, ces mêmes États-Unis, ils soutiennent évidemment la Turquie qui était en train de mener une guerre civile en Turquie contre les Kurdes, mais c'est leur allié de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN. Et puis, il y avait l'invasion de l'Irak par l'impérialisme des États-Unis en 2003, où l'objectif des impérialistes était de destituer finalement Saddam Hussein pour pouvoir contrôler la région et le pétrole. Et ils ont regardé qu'ils ont le soutien des Kurdes dans la région. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à déclarer l'autonomie de la région kurde de l'Irak, où ils ont commencé à construire une sorte de zone protégée par l'impérialisme états-unien. Mais en même temps, dans l'année 2017, ce même régime de Barzani qui a été mis au pouvoir par les impérialistes, il a organisé un référendum pour l'indépendance étatique de cette région autonome des Kurdes.
ça a été accepté avec 92%. Et qu'est-ce que les impérialistes et toute la puissance de la région ont fait? Ils ont mis l'armée partout autour du territoire et ils n'ont pas accepté. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ils se foutent royalement du sort des Kurdes et aucune puissance impérialiste laisse passer l'indépendance des Kurdes. Ils utilisent les Kurdes uniquement jusqu'au point où ça leur convient. Le problème est que la direction des Kurdes a accepté de jouer ce même jeu. Et dans ce cas, c'était la famille de Barzani qui a différentes générations, qui était toujours les leaders de ce mouvement. Et qui sont les Barzani? En fait, c'était un clan féodal l'élite des anciennes structures, qui a utilisé la question nationale pour sauver leurs propres privilèges, qui étaient des exploiteurs des peuples, de terres, des paysans sur le territoire. Et à partir des années 90, ils se sont convertis dans un clan de capitalistes pétroliers qui s'enrichissent de la région. Donc, ils ont leurs propres intérêts, pas les intérêts de la masse. Et on le voit très bien dans le fait que dans les années 90, ce clan de Barzani a mené une violente guerre civile contre des autres dirigeants d'autres dirigeants kurdes au sein du territoire kurde, le clan des Talabani. Donc ils s'en foutent aussi de la situation des masses kurdes. Eux, ils sauvent leurs propres privilèges. Donc je pense que ça montre très très bien qu'on peut jamais se subordonner, certainement pas aux impérialistes, mais pas non plus aux dirigeants bourgeois nationaux qui vont pas donner une solution aux Kurdes. En fait, la région de l'Irak est devenue un paradis d'investissement des impérialistes. Si vous regardez des images de la ville d'Erbil, ça paraît comme Dubaï. Il y a plus de 1000 nouveaux millionnaires dans la région, alors que la grande masse de la population vit avec $25 par mois et a besoin d'aide alimentaire pour survivre. Donc il y a vraiment, la conclusion, c'est qu'il y a pas d'indépendance sur la base capitaliste. Et les seuls alliés des masses kurdes, c'est déjà les masses kurdes, les prolétaires et les paysans eux-mêmes, et les masses prolétaires et paysannes des autres à niveau international de la région, qui ont tout un intérêt aussi de destituer les régimes oppressifs de leur région. Maintenant, il y a encore un deuxième pôle, un pôle opposé à ce mouvement de Barzani dans la question nationale kurde, et il est représenté par les développements en Rojava, où le parti, le PKK, était le parti dirigeant qui a derrière. Et en fait, c'est tout un nouveau chapitre qui s'est ouvert dans la question kurde après la crise de 2008 et après la révolution arabe à partir de 2011. En 2011, la révolution arabe est arrivée en Syrie, et il y avait une révolution, un mouvement révolutionnaire contre le régime de Assad, mais pour raccourcir toute l'histoire de cette révolution a très très vite dégénéré dans une guerre civile très sectaire entre d'un côté le régime de Assad, qui a été soutenu par les impérialistes de l'Iran, de la Russie, et de l'autre côté des milices islamistes qui ont été soutenues
par les États-Unis et la Turquie, Qatar et entre autres. Donc une guerre civile violente et réactionnaire. Oui. Et en 2012, le régime de Assad était en train de perdre le contrôle et était repoussé par cette guerre civile et s'est vu forcé à faire des concessions de manière légale aussi aux Kurdes, mais surtout après, en l'année 2012, ils ont abandonné le territoire du nord de la Syrie et ont fait laissé le contrôle aux milices kurdes dans le territoire. C'est ça le début de la révolution au Rojava, que les milices, l'armée des Kurdes ont repris les villes de Kobane et deux autres après pour former le territoire. Vous le voyez, ces 3 points sur la carte, le territoire qui était le territoire du Rojava au début. Et ce mouvement, cette révolution n'est pas venue de nulle part, mais en fait, elle n'est pas compréhensible si on voit pas qu'il y avait les cadres du parti du PKK qui ont fait un travail pendant plus de 15 ans pour se préparer à de telles situations et qui ont compris la situation et le vide qui existait pour commencer à instaurer des conseils populaires sur le territoire qu'ils ont libéré. Et du coup, il faut comprendre un petit peu l'histoire du PKK, qui est le parti kurde dans la Turquie, un groupe qui s'est formé dans fin des années 70 autour de la figure du dirigeant Öcalan. Et au début, c'était une armée de guérilla staliniste, maoïste en fait, comme beaucoup d'autres armées, le PLO en Palestine ou d'autres armées de libération nationale à l'époque, avec l'objectif de créer un État indépendant pour les Kurdes. Donc et à la fin des années 80, ils ont commencé une guérilla de libération nationale contre le régime turc. Et ils ont vraiment eu le soutien de paysans dans ces territoires. Donc le caractère de classe, il était très différent au mouvement de Barzani. Déjà parce que cette armée de guérilla, c'est également pas seulement dirigé contre l'État turc, mais surtout aussi contre les propriétaires de terres kurdes qui ont opprimé leurs propres paysans kurdes dans le territoire. Et ça donnait un grand soutien dans la population kurde et c'est devenu une sorte de mouvement de masse, mais qui a été violemment réprimé par cette armée de l'OTAN, l'armée turque. Et donc, dans les années 90, les Kurdes ont en fait perdu de plus en plus cette guerre contre l'État turc, avec plus de 45 000 victimes. Et le contexte a poussé le parti à un changement de paradigme, comme le dirigeant Öcalan l'a appelé. Et c'était un changement. Ils ont abandonné le soi-disant marxisme-léninisme, donc en d'autres termes, ils ont abandonné le stalinisme. Et le contexte, c'était non seulement la défaite progressive dans la guerre des années 90, mais c'était également le contexte de la chute de l'Union soviétique et le contexte général que le stalinisme a perdu cette grande bataille idéologique ou bataille de système contre l'Occident capitaliste. Et la conclusion que Öcalan il a tirée, c'est que le marxisme et les mouvements de libération nationale qui voulaient instaurer leur propre État-nation ont failli et il faut trouver un autre chemin.
Et donc, c'est basé sur une critique du stalinisme, mais sans vraiment comprendre pourquoi le stalinisme a failli dans l'histoire. Et au lieu de retourner au véritable marxisme et aux leçons du marxisme, ils sont allés dans une autre direction et en fait ont repris dans leur conception du confédéralisme démocratique une sorte de mélange entre l'anarchisme et d'autres concepts réformistes plus typiques qui se basent sur l'autogestion démocratique sur le territoire. Je reviens tout de suite à ça. Mais je pense qu'il faut le dire que ça a des côtés progressistes qu'on voit clairement dans le concept, dans le développement de Rojava, mais ça a également ses limites. Et les côtés progressistes dans la révolution de Rojava, on voit que c'est un projet inclusif, radical, démocrate. On voit que c'est une révolution qui vient d'en bas. C'est pas les bourgeois capitalistes qui ont dominé ce mouvement. C'est une révolution d'en bas qui lutte pour l'égalité, qui lutte pour l'égalité des femmes de manière absolument cruciale dans cette révolution, qui a commencé à construire des conseils dont les différentes, c'est structuré en communes, des conseils pour toutes sortes de questions, des conseils des femmes, des conseils des quartiers, des conseils pour tout, avec la conception que c'est le peuple lui-même qui doit gérer sa propre vie, et c'est pas les capitalistes et l'État qui doivent le faire pour eux. Et je pense qu'on voit que c'est vraiment une vision d'une nouvelle société sans hiérarchie, et c'est sans doute ça a une force d'attraction, et ça a d'autant plus de force d'attraction dans un contexte de guerre civile en Syrie, où les forces opposées, ce sont des réactionnaires sectaires islamistes qui partout où ils prennent le pouvoir oppriment leur peuple et encore plus les femmes de la région. Donc on voit la force d'attraction d'un tel projet, et c'est ça ce qui explique pourquoi les milices des Kurdes sont de plus en plus devenues la force militaire la plus importante dans cette guerre, et ont commencé à conquérir des territoires entiers. Et en fait, c'est à partir de 2015 que les États-Unis ont dû reconnaître que les Kurdes ont été la force la plus importante, et ont commencé à se baser sur les Kurdes dans leur lutte contre l'État islamique. Et ça menait, comme vous le voyez sur le développement des cartes, ça menait à l'expansion de territoires et de cette révolution et de structures d'autogestion. Et juste une parenthèse qui me semble importante, le régime qu'ils ont instauré n'est pas un régime national kurde dans le sens étroit, mais ça c'est aussi un côté progressiste, c'est que c'était la prétention d'inclure tout le monde, peu importe d'où on vient, de quelle religion, de quelle langue, et ainsi de suite. Et ça a également eu une influence sur la situation en Turquie. En 2013, les Kurdes ont formé un nouvel parti, HDP, un parti kurde, qui était une force progressiste dans le moment, dans le sens que ils ont fait un front unique avec d'autres forces de la gauche turque, avec un programme de réforme sociale qui a gagné le soutien de couches plus larges, même au-delà des territoires kurdes. Et dans les territoires kurdes, ce parti a gagné entre 70 et 90%, donc est vraiment devenu la force sur le territoire. Et je pense qu'on le voit très très clairement, il y a le potentiel que le mouvement des Kurdes devient ou
aurait devenu l'avant-garde de toute la région. Les Kurdes sont déjà, ou le PKK est déjà devenu hégémonique au sein du mouvement kurde en Turquie, et il y avait le potentiel partout dans la région parce que c'était la force d'attraction dans le moment. Mais on voit aussi les limites de ce projet et les erreurs de la direction parce qu'il leur manque un point de vue de classe prolétaire internationaliste. Et c'est ça ce que je voulais dire avant. Öcalan, dans ce changement de paradigme à partir des années 90, il a explicitement abandonné le point de vue de classe, la conception de la lutte de classe. Et la conclusion de son changement de paradigme, c'est en fait qu'il faut construire des structures parallèles. Il ne faut pas ni détruire les structures capitalistes monopolistes, ni les reprendre. Il faut créer des coopératives. Et la même chose au niveau étatique. Il ne faut pas détruire l'État bourgeois national, mais il faut créer des structures, des conseils en parallèle. Et il dit explicitement, notre solution n'a pas de prétention nationaliste, mais accepte les frontières territoriales qui acceptent et se base sur une coexistence pacifique. Et je pense c'est une contradiction en soi, parce qu'il n'y a pas de coexistence pacifique avec les puissances impérialistes et les puissances capitalistes. Il y a des vrais intérêts de classe qui sont derrière. L'État turc, l'État bourgeois turc va jamais laisser passer que le territoire kurde de perdre le contrôle sur le territoire kurde. Pour eux, le territoire kurde, c'est un réseau de forces de travail, un bon marché, c'est un territoire avec des ressources, et c'est la porte vers la domination du Moyen-Orient, où passent des importantes pipelines du pétrole. Et on l'a vu, en fait, c'est pas une question théorique abstraite, on l'a vu dans la réalité que le régime capitaliste d'Erdogan n'a pas toléré une autonomie kurde et des structures parallèles au sein de la Turquie. Ils ont violemment déclenché une guerre contre toutes ces structures et contre le peuple kurde. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment un mouvement de masse pour faire chuter la bourgeoisie en Turquie, et le seul allié des Kurdes, c'est vraiment la classe ouvrière à niveau international. Et on voit la même chose à Rojava, où on voit qu'on ne peut pas juste établir un territoire autogéré en ignorant juste l'existence de l'impérialisme et du capitalisme. C'est soit tu luttes contre les structures impérialistes et contre le capitalisme, soit le capitalisme et l'impérialisme va te détruire à toi. Et cet impérialisme aujourd'hui, c'est l'aspect fondamental de toute la situation mondiale. On peut pas juste établir un régime, une économie en autarcie, en ignorant le marché global et comment les monopoles dominent le monde. Et je pense qu'on le voit très bien dans la situation réelle, que l'État kurde ou même l'État ou la structure autonome de Barzani au nord de l'Irak, ils ont juste fermer les frontières, fermer les frontières et laisse pas, essaye de tuer l'économie à l'intérieur. Et c'est encore plus le cas au niveau militaire. La Turquie n'est visiblement pas disposée à accepter l'existence
d'un territoire kurde autonome, autogéré, au sud de son État. Et en fait, ce qu'ils ont fait à partir de l'année 2018, c'est de reconquérir ou de conquérir, parce qu'en fait c'était le territoire de l'État en Syrie, syrien, de conquérir une partie du territoire kurde. Maintenant, en ce moment, ils sont en train de bombarder les milices du PKK en Irak. Donc, ils vont pas accepter, ils acceptent pas l'existence d'un territoire kurde autogéré. Et la seule voie pour en sortir, c'est l'expansion de la révolution basée sur une position, sur le mouvement du prolétariat international. Et en fait, le prolétariat international en Turquie, en Syrie et dans tous ces pays a les mêmes intérêts. Personne n'a un intérêt, le même intérêt que le régime d'Erdogan. C'est le même régime qui opprime les travailleurs en Turquie, qui exploitent ces travailleurs et qui sont responsables pour la crise économique dans leur pays. Malheureusement, ce que font les dirigeants du mouvement kurde, c'est pas se baser sur la force du mouvement prolétaire international, mais elles essayent de recevoir des concessions de différentes puissances impérialistes. Et j'ai plus le temps de donner des textes, sont peut-être dans le sum-up. Mais je dirais que déjà le fait de se baser sur l'impérialisme des États-Unis, ça contribue à une perte de légitimité dans la région. Si l'impérialisme des États-Unis est la force la plus détestée de toute la région pour tout ce que l'impérialisme américain a fait dans le Moyen-Orient, si tu collabores avec cette force, c'est pas juste de manière ponctuelle, mais pendant des années, et tu te subordonnes à ça, tu perds de légitimité et tu es de plus en plus isolé. Et certains dirigeants kurdes disent à cette reproche qu'il n'y a pas d'autre choix, on est attaqué de manière militaire et on est en pleine guerre. Donc, il n'y a pas d'autre choix que la diplomatie ou de chercher à obtenir des concessions des impérialistes. Mais il y a un autre choix, et on voit cet autre choix chez Lénine. Qu'est-ce que Lénine il a fait en pleine guerre civile? C'était une situation pareille dans un pays arriéré, plein guerre civile. Et la première chose qu'il a fait, c'est de fonder l'internationale communiste. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le destin de la révolution en Russie est lié à l'expansion de la révolution, est lié à la révolution prolétaire en Allemagne et dans les autres pays. Donc, le plus important, c'était pas d'obtenir des concessions d'autres impérialistes, mais le plus important, c'était de faire appel au prolétariat des autres pays. Et en fait, comment les bolcheviks ont gagné la guerre civile en Russie, c'est clair que c'était aussi parce qu'ils s'étaient très inspirés au sein de la Russie par le projet bolchevique, le projet de libération, mais c'était surtout aussi parce que la classe ouvrière dans les autres pays autour a exercer une énorme pression sur leur propre gouvernement parce que les bolcheviks avaient une attitude d'internationalisme pour une expansion de la révolution. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo